Bonsoir, et bienvenue. Ce soir, nous ne parlerons pas d'une histoire de conquête éclatante sous un soleil fier, ni de batailles épiques où la bravoure des hommes défiait le destin à la lumière du jour. Non. Ce soir, nous allons nous enfoncer dans l'ombre, là où le courage vacille et où la raison elle-même menace de se dissoudre. Imaginez un instant que vous vous tenez sur une rive lointaine, quelque part aux confins du monde connu, là où le dernier murmure de l'été s'est éteint il y a des mois. Le froid est une étreinte tenace qui ne vous quitte jamais, une pression constante sur vos poumons. Le vent, une entité invisible mais palpable, siffle des mélodies funèbres à travers les rochers nus et les branches squelettiques des arbres tordus. Mais ce n'est pas le froid, ni même le vent, qui vous ronge l'âme. C'est l'obscurité. Une obscurité totale, abyssale, qui a avalé le soleil il y a des semaines, et qui promet de ne le rendre que dans d'interminables mois. Vous êtes au cœur de l'hiver arctique, dans un monde où le jour n'existe plus, et la nuit, éternelle, semble respirer autour de vous, peuplée de murmures et de craintes ancestrales. C'est dans cette obscurité primordiale que nous allons explorer l'une des peurs les plus profondes et les plus fondamentales des Vikings, celle de la nuit polaire. Une peur qui ne se limitait pas à la simple absence de lumière, mais qui touchait à leur âme, à leur survie, à leur cosmovision. Ces hommes et ces femmes, que l'histoire nous a souvent peints comme des guerriers intrépides, des explorateurs sans peur, des conquérants des mers, avaient pourtant un talon d'Achille, une faille dans leur armure façonnée par le vent et les vagues. Une peur qui, bien que rarement criée, résonnait dans chaque craquement de bois gelé, chaque hurlement de loup lointain, chaque longue nuit sans fin. C'est une histoire de survie, de mythe et de la fragile lumière de l'espoir face à l'abysse. Préparez-vous à un voyage dans l'obscurité. Car pour comprendre les Vikings, nous devons d'abord comprendre ce qui les terrifiait le plus. Kamenkans. Phase 1. Origine, fondation, le berceau de glace et d'ombre. Pour comprendre la peur viscérale des Vikings face à la nuit polaire, nous devons d'abord nous plonger dans le berceau de leur civilisation, les terres balayées par le vent de la Scandinavie. Imaginez une longue bande de terre, striée de fjords profonds comme des griffures de géants, hérissée de montagnes imposantes dont les sommets gardent la neige presque toute l'année. Les côtes sont déchiquetées, les intérieurs, vastes forêts de conifères ou toundras rocailleuses. Ici, la nature n'est pas une mère douce et indulgente, mais une déesse capricieuse, capable d'une beauté à couper le souffle comme d'une cruauté insondable. Les saisons ne sont pas de simples changements de température. Elles sont des cycles de vie et de mort, des respirations profondes de la terre elle-même. L'été, bien que court, éclate avec une fureur exubérante. Le soleil, un disque d'or ardent, semble refuser de se coucher, baignant le paysage d'une lumière éternelle, dorant les prairies, faisant jaillir la vie des sols gelés. C'est le temps des semailles, de la pêche abondante, de la construction, des voyages audacieux à travers les mers étincelantes. Les hommes sont des dieux de la lumière, maîtres de leur destin sous le regard bienveillant d'Odin. Les villages bourdonnent d'activité, les navires fendillent les vagues, emportant avec eux espoir et richesse. C'est le moment où les Vikings se forgent leur réputation de marins intrépides, car ils savent que le temps est compté. Chaque rayon de soleil est un cadeau précieux, une énergie à emmagasiner avant que le voile ne retombe. Car l'autre face de cette médaille dorée est l'hiver. Un hiver qui ne se contente pas d'être froid, il est une entité vivante, une bête ancienne qui engloutit le monde. Alors que le soleil descend de plus en plus bas à l'horizon, ses rayons s'affaiblissent, sa présence se fait plus éphémère. Les jours raccourcissent inexorablement, la lumière cède du terrain, centimètre par centimètre, à l'avancée inexorable de l'ombre. Les forêts se drapent de blanc, les lacs et les fjords gémissent sous la morsure du gel, et le vent, messager des géants de givre, hurle des promesses de désolation. C'est la nature qui reprend ses droits, brutale et implacable, rappelant à l'homme sa petitesse. Pour les premiers peuples nordiques, bien avant l'ère viking proprement dite, cette alternation lumière-obscurité n'était pas seulement un fait climatique. Elle était gravée dans leur ADN culturel, dans leur cosmogonie. Leur monde, Yggdrasil, l'arbre-monde, reliait 9 royaumes, et parmi eux, les royaumes de la lumière et de la vie, Midgard, Asgard, Vanaheim, étaient toujours menacés par ceux des ténèbres et du froid. Niflheim, le monde des brumes et de la glace, et Helheim, le royaume des morts, étaient des lieux d'obscurité éternelle, où le soleil ne brillait jamais. La nuit polaire n'était pas juste une saison, c'était une manifestation palpable de ces royaumes infernaux, une fissure dans le voile entre leur monde et ceux des morts, des monstres et des géants. Les drogars, les revenants, les esprits maléfiques, les trolls cachés sous les ponts de pierre et les géants du givre, tous étaient réputés plus actifs lorsque la lumière du soleil était faible ou absente. La terre elle-même, selon leurs croyances, devenait plus poreuse, plus perméable aux forces du chaos. Le cycle du soleil était vital. Sol, la déesse solaire, tirait son char à travers le ciel, poursuivi sans relâche par le loup Skeul, tandis que Ati chassait Mani, la lune.
L'éclipse, l'obscurité momentanée, était une terreur, une préfiguration du jour où les loups finiraient par dévorer les astres, annonçant le fin Bulvêtre, l'hiver des hivers, un hiver de 3 ans sans été, prélude au Ragnarök, la fin du monde. La nuit polaire, qui pouvait durer des semaines, voire des mois dans les régions les plus septentrionales, était une éclipse prolongée, une répétition de la fin du monde à petite échelle. C'était une épreuve, une mise à l'épreuve de leur foi, de leur courage, et surtout, de leur capacité à survivre. Dès leur plus jeune âge, les enfants vikings apprenaient à respecter l'hiver, à se préparer méticuleusement. Chaque famille devait s'assurer d'avoir assez de bois pour le feu, assez de poissons fumés et de viande salée, assez de céréales séchées pour durer jusqu'au retour du soleil. Les maisons, bâties en tourbe ou en bois lourd, avec des toits de chaume ou de gazon, étaient des bastions contre le froid et l'obscurité. À l'intérieur, la lumière de la lampe à huile ou de la torche, la chaleur du foyer central, étaient des boucliers fragiles mais essentiels. Le feu n'était pas seulement une source de chaleur. C'était un rempart sacré contre les ténèbres, une petite flamme d'espoir et de vie au cœur de l'abîme. La fumée de leur foyer, même par les jours les plus sombres, était un signe de vie, un lien ténu avec les dieux et les ancêtres. La vie quotidienne s'adaptait drastiquement. Les bêtes étaient rentrées dans des étables attenantes aux habitations pour partager leur chaleur et être protégées. Les travaux des champs cessaient, les voyages en mer devenaient suicidaires. C'était le temps des tâches intérieures, la réparation des outils, le tissage des étoffes de laine épaisse et chaude, la sculpture sur bois, le travail du cuir. Mais c'était aussi le temps des récits. Autour du feu crépitant, les skaldes, les poètes bardes, déroulaient les sagas des dieux et des héros, les exploits des ancêtres, les voyages lointains. Ces histoires n'étaient pas que des divertissements. Elles étaient des leçons de morale, des cartes pour le voyage de la vie, des liens avec une identité collective. Elles servaient aussi à conjurer la peur. Les mots, vibrant dans l'air froid, étaient une lumière alternative, une flamme mentale pour éclairer les esprits. Imaginez Helga, une jeune femme d'un petit hameau norvégien, serrée près du feu, les doigts agiles sur son métier à tisser. Dehors, le vent hurle comme un drogre affamé, et l'obscurité pèse sur la petite ouverture de sa maison. Elle a entendu les anciens parler de la longue nuit qui venait avec l'hiver, et chaque année, elle sent la même anxiété monter en elle à mesure que les jours raccourcissent. Son mari, Einar, un marin aguerri qui a navigué jusqu'aux terres franques, rentrait toujours l'automne, et sa plus grande crainte n'était pas la tempête en mer, mais de ne pas le revoir avant le premier gel, car alors il serait piégé loin d'elle par l'hiver impitoyable. Einar, pour sa part, avait vu l'aurore boréale dans le Grand Nord, une danse de fantômes dans le ciel noir, qui, si elle était d'une beauté surnaturelle, n'apportait aucune chaleur, aucune promesse de soleil. Il savait que ces lumières étaient des ponts vers d'autres mondes, et la vue les laissait à la fois émerveillés et profondément inquiets, car elles ne masquaient pas l'absence du soleil, elles la soulignaient de leur froide incandescence. Le destin, ou Örlög, était une force omniprésente dans la vie viking. Il croyait que le passé créait le présent et le futur, que les actions des ancêtres façonnaient leur propre vie. Cette fatalité, loin d'être un signe de passivité, nourrissait une forme de courage. Si leur destin était d'affronter la longue nuit, alors ils le feraient avec dignité et détermination. Mais cela ne signifiait pas l'absence de peur. Au contraire, la peur était une composante intrinsèque de la condition humaine face à une nature si redoutable. C'était une peur profonde, ancestrale, qui touchait à la survie même de l'individu et de la communauté. La nuit polaire n'était pas seulement une contrainte physique, elle était une menace spirituelle et psychologique. Un test de leur résilience et de leur lien avec un monde où les frontières entre le réel et le mythe s'estompaient sous le voile de l'obscurité. Phase 2, apogée, âge d'or, l'expansion dans les terres froides. L'ère viking fut une période d'expansion sans précédent, une éruption d'énergie qui propulsa les peuples nordiques hors de leurs fjords isolés et sur les mers du monde connu. Leurs dracars, véritables merveilles d'ingénierie navale, aux coques souples et solides, taillaient les vagues avec une audace qui déconcertait leurs contemporains. Ces navires n'étaient pas seulement des outils de guerre ou de commerce. Ils étaient le symbole de leur liberté, de leur désir insatiable de découvrir, d'acquérir, de s'établir. Ils remontaient les fleuves d'Europe de l'Est jusqu'aux empires byzantins et arabes, rasiaient les côtes de l'Angleterre et de la France, s'installaient en Irlande et en Écosse. La lumière du soleil, même capricieuse, les guidait. Le jour leur permettait de naviguer par la position du soleil, l'ombre portée de leurs barres, la direction des vagues, le vol des oiseaux. La nuit, par beau temps, les étoiles étaient leurs cartes célestes. Mais que faire quand les étoiles elles-mêmes sont masquées pendant des semaines, quand le soleil refuse obstinément de se lever? Leur soif d'exploration et de nouvelles terres les poussa inévitablement vers le nord et l'ouest, là où la morsure de l'hiver était plus féroce et la nuit plus longue. Les premières étapes furent les îles Féroé, puis l'Islande. Ici, la colonisation fut un défi herculéen.
La terre était volcanique, souvent stérile, et les hivers, bien que moins extrêmes que dans l'Arctique profond, étaient rudes. La nuit y était longue et sombre, rappelant aux colons les craintes ancestrales de leur lointain foyer scandinave. Mais les Islandais, avec leur résilience farouche, s'accrochèrent. Ils développèrent des techniques de stockage des aliments encore plus sophistiquées. De la pêche intensive et de l'élevage de moutons robustes, dont la laine épaisse était une protection vitale contre le froid. Les sagas islandaises, écrites plus tard, témoignent de cette ténacité, de l'importance de la communauté et du foyer pour survivre à la longue obscurité. C'est avec l'établissement au Groenland que la peur de la nuit polaire prit une dimension nouvelle et terrifiante. C'est l'histoire d'un homme, Éric le Rouge. Un personnage emblématique, dont la vie même fut une série d'exils et de quêtes de nouvelles terres. Banni de Norvège pour meurtre, puis d'Islande pour des querelles sanglantes, Éric se lança vers l'ouest, à la recherche de terres aperçues par des marins déportés par la tempête. Il découvrit une île immense, couverte de glaciers, mais avec des fjords verts et des vallées abritées qui offraient un potentiel agricole limité. Pour attirer d'autres colons vers ce lieu inhospitalier, il lui donna le nom astucieux de Groenland, la terre verte, une subtile tromperie marketing pour un lieu qui était tout sauf luxuriant. Éric le Rouge était un pragmatique, un survivant dans l'âme. Il savait que le soleil serait rare et précieux. Il établit 2 colonies principales sur la côte sud-ouest, dans les fjords les plus cléments, mais même là, la vie était une lutte constante. Les étés courts permettaient de cultiver quelques céréales résistantes, mais la survie dépendait surtout de l'élevage, de la chasse aux phoques, aux caribous et à la baleine, ainsi que de la pêche. Éric et ses colons construisirent des fermes massives, souvent avec des murs d'1 mètre d'épaisseur faits de pierre et de tourbe, conçus pour retenir la moindre once de chaleur. Au cœur de ces fermes, le grand hall, avec son foyer central, devenait le centre névralgique de la vie pendant les longs mois d'obscurité. C'est là que les familles se rassemblaient, que les outils étaient réparés, que les histoires étaient racontées, que l'on attendait, patiemment et avec anxiété. Le retour de la lumière. Pourtant, la réalité de la nuit polaire au Groenland était bien plus rude que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Dans les colonies les plus septentrionales, le soleil pouvait disparaître pendant plusieurs semaines d'affilée. L'air mordait les poumons, le silence était épais, seulement brisé par le vent hurlant et les craquements menaçants de la glace. L'isolement était total. Les navires qui apportaient les précieuses marchandises de Norvège, fer, bois de construction, blé, ne pouvaient venir que pendant les courtes fenêtres estivales. Un hiver particulièrement rigoureux, des tempêtes tardives ou une dérive glaciaire inattendue pouvaient couper les colonies du monde extérieur pendant des années. C'est là que la peur de l'obscurité prenait sa forme la plus concrète et la plus psychologique. La privation de lumière naturelle prolongée affectait profondément l'esprit. Sans le soleil pour rythmer les jours et les nuits, le sens du temps pouvait se distordre. La mélancolie, le désespoir, la dépression saisonnière, que nous appelons aujourd'hui SAD, devaient être des compagnons constants pour beaucoup. L'imagination, débridée par l'absence de stimuli visuels, pouvait faire de l'ombre la plus innocente une menace tangible. Les murmures du vent devenaient les voix des drogards qui erraient dans la nuit, les craquements de la glace étaient les pas des géants de givre. Les peurs mythologiques prenaient chair et os dans le noir absolu. Un autre personnage clé dans cette phase est Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge. Moins ancré dans le pragmatisme de son père, Leif était un explorateur audacieux, peut-être le premier Européen à fouler le sol nord-américain, qu'il nomma Vinland. Son voyage était une quête d'opportunités, de nouvelles ressources, du bois, des vignes sauvages. Mais même pour un homme comme Leif, habitué aux rigueurs du Nord, la navigation dans ces eaux inexplorées, avec la menace constante de la tempête et l'arrivée rapide de l'hiver, devait être angoissante. Les récits de Vinland parlent d'un hiver doux, mais le voyage de retour était toujours une course contre la montre, contre l'avancée de l'obscurité et le gel des mers. Ces expéditions furent des éclairs de brillance, des tentatives d'expansion dans un monde qui allait bientôt se refermer. Les succès de cette époque d'or furent indéniables. Des colonies établies sur de vastes étendues, des réseaux commerciaux étendus, une réputation de marins et de guerriers redoutables. Pourtant, à chaque succès correspondait un revers, une concession à la nature implacable. Les expéditions de Leif Erikson en Vinland, par exemple, bien que couronnées de succès en termes de découverte, ne menèrent pas à une colonisation durable, en partie à cause des conflits avec les populations indigènes, mais aussi et surtout à cause des difficultés logistiques, des distances immenses, et de la menace constante de l'hiver qui coupait toute voie de ravitaillement. Les Vikings étaient au sommet de leur puissance, mais même à leur apogée, la nature, et en particulier la longue nuit d'hiver, restait leur adversaire le plus formidable. La lumière du jour était une alliée, l'obscurité, un ennemi qui, inévitablement, reviendrait toujours. Phase 3. Conflit, transformation, l'étreinte du froid et l'ombre croissante. Le conflit,
pour les Vikings du Groenland, n'était pas seulement avec les peuples indigènes ou les rois lointains. Il était fondamentalement avec la terre elle-même, avec le climat qui s'assombrissait. C'est à cette époque que les défis naturels devinrent des catalyseurs de transformation, forçant les colons à s'adapter ou à périr. Imaginez une de ces longues nuits groenlandaises, au cœur du XIVe siècle. Le climat mondial commençait à changer, glissant vers ce que nous appelons aujourd'hui le petit âge glaciaire. Les glaciers du Groenland, qui avaient déjà donné son nom au pays. Avançaient, les fjords se chargeaient davantage de glace dérivante, prolongeant les périodes d'inavigation. Les étés devenaient plus courts, plus froids, rendant l'agriculture de plus en plus précaire. Le blé, déjà une culture marginale, devint presque impossible à faire pousser. L'herbe pour les animaux se faisait rare, et les troupeaux, déjà maigres, subissaient des pertes terribles chaque hiver. C'est ici qu'intervient le coût humain de ces événements grandioses. Prenons le cas d'une famille, celle de Bjorn, un bondi, fermier, groenlandais. Bjorn n'était pas un guerrier légendaire ou un explorateur audacieux. Il était l'épine dorsale de la colonie, un homme de la terre, les mains calleuses, le dos courbé par des années de travail acharné. Sa motivation était simple et éternelle. Nourrir sa famille, protéger sa femme, Thora, et ses enfants, Eric et Freya. Année après année, il luttait contre la roche, le froid, la brièveté de la saison de croissance. Mais à mesure que la lumière s'estompait plus tôt et revenait plus tard, les conflits internes de Bjorn s'intensifiaient. Il voyait ses bêtes s'amaigrir, son grenier se vider plus vite que prévu. La faim était une menace concrète, pas un simple mythe. Thora, le visage marqué par le vent et le manque de sommeil, s'efforçait de maintenir le moral, racontant des histoires aux enfants près du feu, mais ses propres nuits étaient hantées par l'angoisse. Les ressources diminuaient, et l'espoir aussi. Les navires marchands de Norvège, qui étaient le lien vital des colons avec l'Europe, se faisaient de plus en plus rares. Les voyages étaient trop périlleux, les retours trop incertains. La glace dérivante, portée par les courants arctiques, bloquait les fjords pendant de longues périodes, parfois des années. Le fer, le bois d'œuvre, les céréales, les outils essentiels pour la survie d'une société agricole et maritime, commençaient à manquer cruellement. Les Vikings du Groenland se retrouvaient piégés, coupés du monde. Face à une obscurité qui ne cessait de s'épaissir, tant au sens propre qu'au sens figuré. La dépendance aux produits locaux s'accentua. Les colons durs se tournaient davantage vers la chasse aux ressources arctiques. La chasse aux phoques, aux morses, et même à la baleine, devint vitale. Ces chasses étaient des entreprises dangereuses, encore plus dans l'obscurité quasi permanente de l'hiver. Imaginez des hommes sur de petits bateaux, bravant les eaux gelées, leurs lances à pointe de fer s'enfonçant dans la chair épaisse d'une baleine, les hurlements des vents et des bêtes se mêlant au martèlement de leur cœur. Une erreur, un moment d'inattention, et c'était la mort certaine, engloutie par l'océan de glace et d'obscurité. Le risque était élevé, mais la récompense, la viande, la graisse pour la lumière et la chaleur, les peaux pour les vêtements, étaient indispensables à la survie. Ces conditions extrêmes donnèrent naissance à des histoires, parfois macabres, qui flottaient autour des foyers crépitants. Des rumeurs de famine si terribles qu'elles menaient au cannibalisme, même si les preuves archéologiques sont minces, se chuchotaient dans l'obscurité. Ces rumeurs, qu'elles soient vraies ou fausses, témoignent de la profondeur du désespoir que la nuit polaire pouvait engendrer. C'était le point où le mythe et la réalité se brouillaient, où les frontières de l'humanité étaient mises à l'épreuve. La peur n'était plus seulement celle des créatures surnaturelles, c'était la peur de l'homme, poussé à ses limites par la faim et le froid. Un autre conflit se déroulait avec les peuples indigènes, les Thules, ancêtres des Inuits. Ces Skraling, comme les appelaient les Vikings, étaient des maîtres de la survie arctique. Leurs kayaks silencieux fendaient l'eau, leurs harpons étaient précis, et leurs techniques de chasse étaient parfaitement adaptées à l'environnement. Initialement, il y eut peut-être des échanges, mais les relations devinrent tendues. Les Vikings, malgré leur prouesse maritime, n'avaient pas la même intimité avec le Grand Nord que les Inuits. Ces derniers, par exemple, utilisaient la graisse de phoque dans des lampes à huile, les kulik, qui brûlaient avec une lumière constante et sans fumée, un savoir que les Vikings n'adoptèrent jamais entièrement, préférant leurs bougies et lampes à base de graisse de baleine, moins efficaces. La nuit polaire, pour les Inuits, était un cycle de vie, non une menace existentielle. Pour les Vikings, c'était un ennemi qui s'immisçait dans leur sang même. Les Inuits voyaient peut-être les Vikings comme des intrus maladroits, mal adaptés à leur monde de glace et de ténèbres, des hommes qui refusaient d'apprendre les vraies leçons de la survie arctique. Le développement du personnage de Thora, la femme de Bjorn, est ici crucial. Sa motivation principale était la survie de sa famille et la préservation de l'âme de son foyer. Elle était la gardienne de la chaleur et de la lumière à l'intérieur de la maison. Ces conflits internes étaient la peur constante de la faim,
la surveillance de chaque craquement de bois signalant l'effondrement imminent, la lutte contre le désespoir qui menaçait de les engloutir. Elle était celle qui maintenait les traditions orales, racontait les sagas aux enfants, assurait les rituels de protection, et cherchait la moindre source de joie ou de réconfort. Sa résolution était de ne jamais céder, de se battre chaque jour contre l'obscurité, pour ses enfants et pour la mémoire de ses ancêtres. Son héritage, bien que non inscrit dans les sagas des rois, est celui de la résilience humaine face à des forces qui la dépassaient. À cette époque, les Vikings du Groenland n'étaient plus les conquérants audacieux qui avaient navigué vers l'ouest. Ils étaient devenus des survivants assiégés, luttant désespérément pour maintenir une civilisation à la lisière du monde. La nuit polaire, avec sa froideur implacable et son silence écrasant, était devenue le symbole de leur lutte, l'incarnation de toute leur peur et de toutes les menaces pesant sur leur existence. Ils se sont transformés, passant de l'image de guerriers dominateurs à celle de peuples s'accrochant avec acharnement à la vie, dans un monde qui semblait de plus en plus déterminé à les rejeter. Phase 4. Déclin, héritage, les dernières lueurs dans les ténèbres. Le déclin des colonies vikings au Groenland ne fut pas un effondrement soudain et spectaculaire, mais plutôt une lente et inexorable érosion, comme une falaise rongée par les vagues et le vent. C'était un testament poignant à la force de la nature, et à l'incapacité humaine à maintenir une civilisation face à un environnement de plus en plus hostile. Le coût humain de cette longue descente fut immense, une accumulation de petites tragédies individuelles qui, mises bout à bout, scellèrent le destin de tout un peuple. Au XVe siècle, les contacts avec l'Europe continentale devinrent sporadiques, puis cessèrent presque entièrement. Les derniers navires à braver les glaces rapportèrent des histoires de colonies à l'agonie, de fermes abandonnées, de villages silencieux. Les fouilles archéologiques d'aujourd'hui révèlent les détails déchirants de cette période. Les os des animaux montrent un changement dans le régime alimentaire, passant de l'élevage domestique à une dépendance croissante aux phoques et autres mammifères marins. Les restes humains indiquent des signes de malnutrition, de maladies liées au froid, et d'une population dont la stature diminuait de génération en génération, signe d'une vie de plus en plus difficile. Au sein de cette descente collective, imaginez Gudrun, une femme âgée, dont le visage était une carte de rides tracée par des décennies de vent et de chagrin. Ses parents avaient connu les histoires des premiers jours, quand l'espoir était encore palpable. Elle n'avait connu que le déclin. Sa motivation n'était plus l'expansion ou la gloire, mais la survie d'une tradition, la perpétuation de la mémoire. Chaque hiver, alors que l'obscurité s'installait, Gudrun sentait le poids des ancêtres sur ses épaules. Elle se souvenait des récits de Sol, la déesse solaire, et de sa course céleste, mais la déesse semblait l'avoir abandonnée. Son conflit interne était entre la foi transmise et la dure réalité d'un monde qui se refermait. Ses larmes, disait-elle parfois à ses petits-enfants, étaient aussi salées que la mer qui les isolait, et aussi froides que la glace qui enserrait leurs fjords. Les maisons des dernières colonies étaient de plus en plus précaires, maintenues par des planches de bois de récupération et des pierres ramassées à grand-peine. La chaleur du foyer, autrefois réconfortante, était maintenant une lutte constante contre le gel qui s'infiltrait par chaque fissure. La vie religieuse elle-même, qui avait vu l'établissement du christianisme remplacer progressivement les anciens dieux, témoignait de cette lutte. Les églises, petites et robustes, étaient construites avec des matériaux locaux, leurs intérieurs sombres éclairés par les mêmes bougies de graisse que les maisons. La croix avait remplacé le marteau de Thor, mais la peur de l'obscurité demeurait. Peut-être que le concept chrétien de l'enfer, de l'obscurité éternelle et du froid, a trouvé un écho terrifiant dans la réalité quotidienne des Groenlandais, renforçant plutôt qu'apaisant leur angoisse face à la nuit polaire. La mort en hiver, sans la chaleur et la lumière du soleil, était une perspective d'autant plus sombre. La nuit polaire, à cette étape du déclin, devint plus qu'une simple peur. Elle devint une force de destruction active, le bourreau silencieux de la civilisation nordique au Groenland. Elle réduisait les ressources, coupait les communications, sapait le moral, et épuisait la volonté de vivre. Elle n'était pas juste une absence, mais une présence, lourde et omnipotente. Les derniers colons n'ont pas fui. Ils se sont simplement éteints, un par un, victimes des éléments, de la faim, de l'isolement. Les dernières fermes ont été abandonnées, les dernières torchées se sont éteintes. Les portes se sont refermées sur des intérieurs vides, des foyers froids. Le silence, interrompu seulement par le vent arctique, a englouti ce qui fut autrefois des communautés vibrantes. Mais même dans ce déclin, il y a un héritage. Le savoir n'a pas été entièrement perdu. Les sagas, transmises oralement pendant des siècles avant d'être écrites, préservent la mémoire de ces voyages, de ces luttes, de ces peurs. Elles racontent les défis de la navigation sans compas, la construction de maisons résistantes au froid, la résilience face à des hivers impitoyables. Elles témoignent de la force d'âme de ces hommes et femmes qui ont osé s'aventurer aux confins du monde connu.
La nuit polaire, bien que terrifiante, fut aussi une forge, façonnant leur caractère, leur ingéniosité et leur capacité à s'adapter, même si, au final, l'adaptation ne fut pas suffisante pour la survie de leur colonie. Le mythe des Vikings comme des guerriers invincibles est ici nuancé, voire corrigé. Ils étaient certes des guerriers, mais ils étaient aussi des fermiers, des pêcheurs, des bâtisseurs, des pères et des mères de famille, profondément attachés à leurs terres et à leurs traditions. Leur véritable combat, plus que n'importe quelle bataille contre des armées étrangères, fut leur lutte acharnée contre les éléments naturels, contre le froid et l'obscurité. C'est le coût humain de cette lutte, la ténacité des Gudrun et des Bjorn, qui résonne à travers les siècles. Il nous rappelle que même les civilisations les plus robustes sont vulnérables face aux forces implacables de la nature. Leur histoire est celle d'un cycle d'ascension et de chute, non pas d'un empire, mais d'une culture s'accrochant à la vie sur les bords extrêmes de l'habitabilité. Leur peur de la nuit polaire n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Un respect pour une force primordiale qui, si elle pouvait être défiée un temps, ne pouvait jamais être véritablement vaincue. La mer n'a pas englouti les colonies du Groenland, pas plus que le feu n'a consumé leur village. C'est l'obscurité, le froid, l'isolement, cette absence prolongée de la lumière vitale, qui a lentement, inexorablement, ramené ces aventuriers à la poussière d'où ils étaient venus. Et c'est en cela que leur histoire est d'une profonde complexité, loin des récits simplistes de gloire ou de chute. Épilogue, écho moderne, l'ombre persistante. Aujourd'hui, des siècles après que les derniers feux se soient éteints dans les colonies vikings du Groenland, l'ombre de la nuit polaire continue de jeter son long manteau sur l'imaginaire humain. La science moderne, avec ses instruments et ses connaissances, a démystifié beaucoup des terreurs ancestrales, expliquant les aurores boréales comme des collisions de particules et la dépression saisonnière comme un déséquilibre chimique. Pourtant, même avec tout notre savoir, le respect et une certaine appréhension face à l'obscurité prolongée de l'Arctique subsistent. Les stations de recherche polaires, ces avant-postes isolés de la civilisation, sont les héritières directes des fermes vikings. Les scientifiques, les explorateurs modernes, s'aventurent toujours dans ces étendues glacées, mais avec des équipements de pointe, une logistique complexe et une compréhension psychologique des défis que représente la nuit polaire. La lumière artificielle inonde désormais leur base, mais l'impact du manque de lumière naturelle reste un sujet d'étude. On y ressent toujours ce que les Vikings ont dû ressentir. Le poids de l'isolement, le silence oppressant, la vulnérabilité de l'homme face à un environnement qui ne pardonne pas. Le coût humain de l'exploration de ces zones extrêmes est toujours d'actualité, même si la forme a changé. Les peuples autochtones de l'Arctique, comme les Inuits, ont toujours maintenu et adapté leur savoir ancestral pour vivre en harmonie avec la nuit polaire, la considérant non comme une menace à vaincre, mais comme une partie intégrante du cycle de la vie. Ils nous rappellent la sagesse que les Vikings, dans leur quête de recréer une Europe nordique sous les étoiles arctiques, n'ont peut-être pas entièrement saisi. L'importance de s'adapter, non de forcer la nature à se plier à leur volonté. Leur savoir, préservé à travers les générations, offre une perspective différente sur la coexistence avec le Grand Nord. L'héritage des Vikings, et en particulier leur lutte contre la nuit polaire, résonne encore. Ils nous parlent de la résilience humaine, de notre capacité à endurer des difficultés inouïes, mais aussi de nos limites. Ils nous enseignent l'humilité face aux forces de la nature, une leçon que l'hybride de la conquête et de l'expansion risque parfois d'occulter. Leur histoire n'est pas seulement celle de raids et de batailles, mais aussi celle de longues veillées au coin du feu, de récits murmurés dans l'obscurité, de la lutte silencieuse de familles entières pour survivre à chaque passage du soleil. Cette histoire de la peur viking face à la nuit polaire est un rappel que même les plus audacieux des explorateurs sont intrinsèquement liés au cycle de la Terre, à la lumière et à l'ombre. C'est une histoire qui transcende les époques, car la peur de l'inconnu, la peur de l'obscurité, et la quête de la lumière sont des constantes de l'expérience humaine. Ils nous ont montré, à travers leurs sagas et leurs vestiges archéologiques, que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à cette peur, de persévérer, de maintenir une étincelle de vie et d'espoir même lorsque le monde autour de vous est plongé dans les ténèbres les plus profondes. Leurs fantômes, peut-être, sont toujours là, dans le crissement de la glace, le hurlement du vent, et l'éclat pâle de l'aurore boréale, nous rappelant l'immensité de leurs défis et la force de leur esprit. Et maintenant, l'histoire se termine. Bonne nuit.